Dans le prolongement de ma précédente vidéo sur la question de savoir pourquoi il est important de déterminer la résidence fiscale, vient maintenant la question de savoir comment cette résidence fiscale doit être déterminée. Cette question suppose de prendre en compte les législations fiscales nationales et les conventions fiscales internationales. Rentrons dans le vif du sujet. Pour déterminer la résidence fiscale d'un collaborateur, il faut procéder par étapes. Première étape, quel est le statut de résidence fiscale de ce collaborateur selon la loi française? Pour cela, il faut vérifier si le collaborateur remplit ou non l'un des critères de domiciliation fiscale prévus par l'article 4B1 du Code général des impôts. Deux hypothèses, soit il remplit un des critères, auquel cas le collaborateur est domicilié fiscalement en France, ou, autre hypothèse, il ne remplit aucun de ces critères, auquel cas il doit être considéré comme étant non domicilié fiscalement en France. Cet article prévoit deux critères personnels, un critère professionnel et un dernier critère économique, étant précisé qu'il suffit que l'un seul de ces critères soit rempli pour que le collaborateur soit considéré comme étant fiscalement domicilié en France. Premier critère d'ordre personnel, le foyer. Cela s'entend du lieu de résidence habituel de la personne ou de sa famille, étant précisé que par famille, on va englober les conjoints, les enfants, voire les concubins. Pour les célibataires, le foyer est déterminé à partir du lieu où le collaborateur réside normalement et a le centre de sa vie personnelle, raison pour laquelle on a souvent tendance à considérer que ces personnes transfèrent leur résidence fiscale avec leur valise lorsqu'ils partent s'installer à l'étranger. Deuxième critère d'ordre personnel, le séjour principal. Il faut ici regarder c'est si la personne considérée a au cours d'une année séjourné principalement en France, étant précisé que selon une jurisprudence du Conseil d'État, on ne regarde ce critère qu'à supposer que la personne concernée ne dispose pas de foyer. Après vient le critère professionnel. Sont considérés comme étant fiscalement domiciliés en France les personnes qui exercent une activité professionnelle à titre principal en France. À ce propos, la loi a introduit une présomption simple à l'égard des dirigeants d'entreprises dont le siège social est en France et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros par an, auquel cas ces dirigeants sont supposés avoir leur activité professionnelle à titre principal en France, à moins qu'ils puissent rapporter la preuve contraire. Et enfin, dernier critère d'ordre économique, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Il faut ici regarder c'est où sont situés les principaux investissements, d'où les biens sont administrés, ou encore où est exercée l'activité professionnelle qui génère la majeure partie des revenus. Et donc en fonction de l'analyse de ces critères, il y a deux scénarios. Soit la personne ne remplit aucun critère et auquel cas elle doit être considérée comme étant non domiciliée fiscalement en France, ou soit la personne remplit au moins l'un des critères, auquel cas elle est considérée comme domiciliée fiscalement en France. Et dans ce dernier cas, là où il faut être particulièrement vigilant, c'est si cette personne pourrait éventuellement être également considérée comme étant domiciliée fiscalement dans un autre pays étranger. Le cas typique où il y a un risque de double domiciliation fiscale, ça va concerner notamment les collaborateurs qui partent vivre et travailler à l'étranger, tout en laissant la famille en France, avec alors des retours réguliers en France, que ce soit pour des raisons professionnelles et ou personnelles, pour visiter sa famille. Dans ce cas, il y a donc un risque de double domiciliation fiscale du collaborateur, raison pour laquelle, en cas de doute, il faut toujours vérifier quel est le statut en termes de résidence fiscale à l'étranger. Et c'est donc la deuxième étape qui consiste à vérifier si oui ou non il y a un conflit de résidence fiscale entre la France et un autre pays. Et dans l'affirmative, s'il y a un conflit de résidence fiscale, alors il y a une troisième étape qui va consister à résoudre le conflit de résidence fiscale en se référant aux règles prévues dans la Convention fiscale internationale par hypothèse applicable. Je vous ai mis à l'écran le texte de l'article 4 de la Convention fiscale modèle OCDE qui porte sur la résidence fiscale. La Convention modèle OCDE inspire en effet souvent la rédaction des conventions fiscales internationales conclues par la France, mais là il faut faire attention car souvent il arrive que les conventions fiscales internationales puissent s'écarter du modèle OCDE. Raison pour laquelle il faut toujours systématiquement se référer au texte de la convention qui est applicable. S'il y a conflit de résidence fiscale, cela implique que la personne concernée soit qualifiée de résidente fiscale par l'application de la législation fiscale applicable dans chacun des deux pays. En effet, il n'y a pas dans les conventions fiscales modèle OCDE de définition autonome de la résidence fiscale, les conventions fiscales modèle OCDE se référant aux législations fiscales des États contractants pour déterminer si une personne est résidente d'un État
contractant. Et dans les cas où il y a un conflit de résidence fiscale, il est alors très important de départager le conflit de résidence pour au final ne déterminer qu'un seul état de résidence pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que quand on est domicilié fiscalement dans un pays, le corollaire, c'est que normalement, on est imposable dans ce pays sur ses revenus de source mondiale. Et donc si les deux pays imposent sur les revenus de source mondiale de la personne qui est doublement domiciliée, ça va conduire inévitablement à des problématiques de surimposition de ses revenus. Et ensuite, deuxième raison qui est intrinsèquement liée à la première, c'est que les conventions fiscales internationales vont avoir pour objet d'éviter que les revenus soient doublement imposés. Pour cela, les conventions posent des règles de répartition du droit d'imposer entre les deux pays concernés. Et en posant ces règles, la convention fiscale internationale va d'un côté se référer à l'état de résidence par opposition à l'autre état contractant. Et donc, pour pouvoir correctement appliquer les règles prévues dans les conventions fiscales internationales et au final éviter les problématiques de double imposition, ça suppose nécessairement qu'il n'y ait qu'un seul état de résidence. Et c'est précisément l'objet de l'article 4.2 de la convention fiscale modèle OCDE qui prévoit que lorsqu'une personne est doublement domiciliée fiscalement dans les deux états contractants, alors il convient d'analyser les critères prévus par cet article en vue de résoudre le conflit de résidence fiscale et au final de déterminer qu'un seul état de résidence. J'ai repris dans le slide à l'écran les critères prévus par cet article 4.2 de la Convention modèle OCDE afin de résoudre les conflits de résidence fiscale. Critères à analyser successivement dans l'ordre, c'est-à-dire que si un critère permet de résoudre le conflit de résidence, alors il n'est pas nécessaire de regarder les critères suivants. Le premier critère à analyser, c'est le critère du foyer d'habitation permanent, c'est-à-dire que si une personne a un foyer d'habitation permanent dans un des pays concernés, alors cette personne doit être résidente de ce pays. Maintenant, il peut arriver que la personne ait à la fois un foyer d'habitation permanent dans le pays A et dans le pays B, auquel cas, on ne peut pas résoudre le conflit de résidence par l'application de ce critère. Et dans ce cas, cela suppose de regarder le critère qui suit, à savoir le critère du centre des intérêts vitaux. D'après ce critère, la résidence fiscale de la personne concernée va être située dans le pays dans lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits. Maintenant, il peut arriver que ce critère ne puisse pas déterminer le conflit de résidence, notamment lorsque les liens personnels sont plus forts avec un pays A et les liens économiques sont plus forts avec un pays B, auquel cas le critère du centre des intérêts vitaux ne permettra pas de résoudre le conflit de résidence et dans ce cas-là, il faudra regarder le critère qui suit, à savoir le critère du séjour habituel. D'après ce critère, la résidence fiscale va être située dans le pays dans lequel la personne séjourne de façon habituelle. Mais si le séjour habituel se situe dans les deux pays, ou parfois dans aucun des deux pays, il faut alors passer au critère suivant. Et ce critère prévoit que la résidence fiscale doit être située dans le pays dans lequel la personne possède la nationalité. Mais si pas de chance, la personne a la double nationalité, ou encore si elle n'a aucune des nationalités des deux pays concernés, il faut alors passer au dernier critère qui suit. Et ce dernier critère, qui suppose donc que les critères précédents que je viens d'énoncer ne permettent pas de résoudre le conflit de résidence, eh bien, cela suppose alors que les autorités compétentes de chaque pays ayant conclu la convention fiscale internationale applicable tranche la question d'un commun accord. Pour récapituler, je vous ai préparé un dernier slide qui reprend les différents cas de figure envisageables. Première étape, est-ce que le collaborateur est fiscalement domicilié en France d'après la loi? Si la réponse est non, eh bien, dans ce cas, si la personne est fiscalement domiciliée dans un autre pays, elle sera alors résidente fiscale de ce dernier pays. Maintenant, si elle n'est pas fiscalement domiciliée dans un autre pays, alors la personne aura le statut d'apatride fiscal, c'est-à-dire qu'elle est domiciliée fiscalement nulle part. Et si la personne est domiciliée fiscalement en France d'après la loi, dans ce cas, il faut vérifier si cette personne est possiblement domiciliée fiscalement dans un autre pays, ce qui nous emmène à l'étape 2. Dans cette étape, il y a également deux scénarios. Soit la personne n'est pas fiscalement domiciliée dans un autre pays, soit elle l'est. Et donc, dans le cas où elle n'est pas domiciliée dans un autre pays, dans ce cas, la personne sera fiscalement domiciliée en France en l'absence de conflit de résidence fiscale avec un autre pays. Maintenant, si la personne est fiscalement domiciliée dans un autre pays, alors il y a conflit de résidence fiscale. Il faudra résoudre conformément aux règles prévues dans la Convention fiscale internationale applicable, qui nous emmène alors à l'étape 3. Et donc enfin, troisième et dernière étape, il convient donc de résoudre le conflit de résidence fiscale par l'application des règles contenues dans la Convention fiscale. Après analyse des critères conventionnels, soit la personne est trititax résidente de France ou du pays étranger en fonction
fonction des faits et circonstances. Maintenant, comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté une question dans ce slide qui n'a pas encore été abordée, à savoir, en cas de double domiciliation fiscale en France et dans un autre pays, que se passerait-il s'il n'y a pas de convention fiscale signée entre ces deux pays? Eh bien, dans ce cas, s'il y a une personne qui est doublement domiciliée à la fois en France et dans un pays étranger et qu'il n'y ait pas de convention fiscale internationale entre la France et ce pays étranger, alors clairement, il y a un fort risque de double imposition de ces revenus. Toutefois, à noter quand même que nous avons en France un texte de loi qui va permettre de prévoir une exonération de la rémunération perçue par un salarié pour une activité exercée dans un autre État qui ne serait pas lié à la France à une convention fiscale internationale, à savoir les dispositions prévues par l'article 81A1 premièrement du Code général des impôts. Et pour cela, il y a quand même des conditions à respecter. Il faut notamment que les salaires relatifs à l'activité exercée à l'étranger aient été soumis à un impôt sur le revenu dans l'État étranger, sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux 2/3 de l'impôt qui aurait été dû en France sur la même base d'imposition. Voilà, cette seconde vidéo sur la résidence fiscale arrive à son terme. Et pour boucler la boucle, j'aborderai dans une troisième et dernière vidéo deux cas particuliers, à savoir le cas des couples mixtes et des non-résidents Schumacher.